commencer par le professeur Michel Bolbol, professeur émérite de psychiatrie à l'Université de Bretagne occidentale, donc à Brest, en France, et président de l'Association mondiale de psychiatrie dynamique, qui va nous parler d'Internet et des réseaux sociaux à l'adolescence. Est-ce une nouvelle addiction? Monsieur Bolbol, vous avez la parole. Merci beaucoup. Simplement, il faut que je retrouve, que j'essaye de trouver mon PowerPoint. Parce que là, je ne peux pas partager encore. Ah, is it possible for him to share his... Yes. Alors, je suis revenue là. Ils vont vous autoriser à partager normalement. Oh, Michel, Amandine, excuse-moi, Michel Jean est revenu, comme ça, on peut commencer tout de suite. Laissez passer ça. C'était M. Bolbol, on vous reprend tout à l'heure. Donc, on commence par Madame Michel Stanton-Jean. Oui, est-ce que c'est possible est-ce que vous me voyez? Oui. Vous me voyez, vous m'entendez? Alors, moi, je parle en français parce qu'on m'avait dit alors, est-ce qu'il y a une traduction? Il n'y a pas de traducteur là tout de suite. Is there a translation? Yeah, but only for person. Yes, c'est seulement pour les gens qui sont dans la salle et nous n'avons personne dans la salle, comme vous l'avez compris. Voilà. Mais de toute façon, je crois que quasiment tout le monde parle français là, non? Non, Okay. Wilson ne parle pas français. Pas le professeur Wilson Engelmann. Ouais. Il ne parle pas français. Non. Alors, voilà. Bon, ben, alors j'y vais. Est-ce que vous avez peut-être des diapos dans une autre langue? Non. Non, je n'ai pas d'autre langue parce que M. Bick m'avait dit qu'il y aurait de la traduction et de faire ma présentation en français. Je suis confuse, mais moi, je devais aussi avoir normalement un président de séance et du public, ce qui est, voilà, nous sommes face à un imprévu. OK. Alors, voilà, je la lis en français. Allez-y, nous allons faire au mieux. OK. Donc, alors, je vais la lire lentement. Alors, premièrement, merci de m'avoir invité à cet important colloque. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Il y a un écho, là. Il y a un écho encore, cet écho, là. Je ne sais pas pourquoi il y a un écho. On ne l'a pas, nous, dans la salle. Ils l'ont pas. Bon, alors, ça va. OK. Ben, il y a un écho, je sais pas. Sinon, je ne sais pas si l'un d'entre vous parle bien anglais pour traduire un tout petit peu à monsieur. Est-ce que vous pouvez? Peut-être que si les gens ferment. Marie-Rose, ferme ton micro. Pardon? Ferme ton micro. Il y a un écho. OK. Bon, OK, c'est bon. Alors, voilà. Ben, je ne peux pas faire mieux. Alors, je le dis en français. Marie-Rose, vous parlez anglais couramment? Pardon? Marie-Rose? Est-ce que vous m'entendez, Marie-Rose? On ne m'entend pas. Bon, écoutez, ben moi, je peux. Non, je ne sais pas pourquoi il y a un écho. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son chose en double? Non, mais on avait ce problème ce matin, apparemment, pour les personnes qui étaient à distance aussi. Mais nous, on entend normalement. Mais si je parle, est-ce que vous m'entendez? Nous, enfin, moi, je vous entends parfaitement, en tout cas. Ben, OK, alors, ben, écoutez, je commence et si vous ne comprenez rien, ben, vous me direz. Alors, j'ai commencé en disant, ben, merci de m'avoir invité. Alors, la problématique de la santé mentale me préoccupe depuis de nombreuses années. Est-ce que vous entendez? Ça va? Oui, on entend. Ah, nous avons une personne dans le public. Alors, si vous n'entendez plus ou je disparais, vous me le dites. Alors, longtemps tenu comme secret, tout ce qui était lié à la folie n'était pas pris en charge par nos sociétés. Relégués dans ce que nous appelions chez nous les asiles, les gens atteints de troubles psychiatriques étaient sujets de peur et de honte. Ça va? Très bien. Heureusement, les choses changent et les troubles mentaux font maintenant partie de la santé publique.
comme le démontre votre colloque, ce qui répond aux souhaits de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNESCO, qui ont, par leur travail, contribué à la mise en lumière de ces questions. De plus en plus, il existe des spécialistes en psychiatrie, mais aussi dans d'autres disciplines, qui peuvent suivre l'évolution de ces troubles pour les diagnostiquer, en mesurer les conséquences, aider les malades et les familles. Mais beaucoup reste à faire, particulièrement au niveau des politiques publiques, à l'élaboration desquelles les clientèles concernées ne sont pas encore totalement considérées comme des partenaires, alors que la meilleure façon d'identifier leurs besoins est de les associer aux recherches et aux projets qui les concernent. Ce que nous appelons au Québec la participation citoyenne ou encore le partenariat patient-médecin. Récemment, notre gouvernement fédéral canadien a créé un ministère de la santé mentale et des dépendances. Chaque nouveau ministre reçoit une lettre de mandat. La lettre de mandat de la ministre désignée disait « Vous prendrez des mesures pour faire en sorte que les soins de santé mentale soient considérés comme un élément à part entière de notre système de soins de santé universel en collaborant étroitement avec les provinces et les territoires et vous chapeauterez, entre autres, une approche pan-sociétale pour lutter contre la consommation problématique de substances au Canada. Pour atteindre ces objectifs, je vous demande d'obtenir des résultats pour les Canadiens en vous acquittant des engagements suivants. Alors, je parle ici de la lettre de mandat qui est la pièce principale lorsqu'une ministre est nommée, de recevoir et de faire la suite. Moi-même, ayant été sous-ministre, j'avais aussi une lettre de mandat. Alors, cette lettre de mandat disait que la ministre devait élaborer des normes de santé mentale en mettant l'accent sur l'équité en matière de santé, soutenir l'amélioration de l'accès aux services virtuels en santé avec Espace et Mieux-être Canada, assurer un accès rapide aux services de santé mentale périnatale, mettre en place une ligne téléphonique pour la prévention du suicide, lancer un nouveau fonds pour la santé mentale des étudiants qui permettra d'embaucher de nouveaux conseillers en soins de santé mentale, de réduire les temps d'attente pour les services afin d'augmenter l'accès général. Et aussi appuyer la ministre des Services aux Autochtones pour élaborer avec eux des stratégies pour faire face à ces questions. Surveiller aussi la mise en œuvre de nos investissements dans les interventions et les soutiens en matière de santé mentale pour les personnes touchées de manière disproportionnée. Travailler avec le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social afin de veiller à ce que les enfants et les jeunes aient accès à des services de santé mentale. Ça, c'est important, hein, parce que je l'ai vécu. Il faut que les ministères travaillent ensemble. Promouvoir une stratégie globale de lutte contre la consommation de substances au Canada, donner accès à une gamme complète de traitements fondés sur des données probantes, les données, c'est important, et la réduction des méfaits. Et ensuite, avec l'appui de la ministre du Développement économique, explorer des pistes pour accroître l'accessibilité aux services de santé mentale dans les régions rurales. Alors ça, c'était le mandat de la ministre. Alors que vous vous emploierez à concrétiser nos engagements, je m'attends à ce que vous preniez activement en considération les nouvelles idées en question qui se font jour, comme l'intelligence artificielle, pour que ce soit la lumière de consultation menée auprès de la population et de votre travail. Il est à noter que ce mandat concerne surtout la santé des populations, car les soins médico-psychiatriques relèvent au Canada de la compétence des provinces. L'une de ces nouvelles idées est l'irruption de l'intelligence artificielle dans cette question.
L'intelligence artificielle, comme tous les développements scientifiques des dernières années, a des bons et des mauvais côtés. Comment son utilisation pourra-t-elle contribuer positivement à cette question? Comme l'écrivait le chercheur canadien Mathieu Genot, c'est là l'occasion pour le gouvernement d'investir de manière significative dans l'une des solutions les plus prometteuses à ce problème d'accessibilité, les outils d'intelligence artificielle. Il faut, dit-il, prioriser la mise en place de programmes d'aide financière pour le développement de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé mentale, compte tenu de la difficulté d'accès aux services spécialisés dans un contexte où les besoins sont croissants. De plus, les politiques, et ceci est important, devraient être élaborées pour encadrer la création d'algorithmes, leur mise à l'essai et leur implantation, ainsi que leur qualité et leur sécurité en ce qui a trait au renseignement personnel, toutes les questions de vie privée. Dans l'élaboration d'une politique, il faut en définir et en faire vivre les enjeux éthiques. Quels sont-ils? Est-ce que nous respectons la dignité humaine? Est-ce que nous prenons en compte le bien commun, la solidarité, le partage des bienfaits? Est-ce que nous nous soucions de la formation des intervenants? Est-ce que nous évaluons bien les risques? Pour un ministre, amorcer une nouvelle politique, en général, lui plaît beaucoup. J'ai travaillé à peu près avec 15 ministres, mais en suivre la mise en œuvre fait moins partie de ses préoccupations. Tout cela ne réussira, je le répète, que si on associe les citoyens qui ont des problèmes de santé mentale à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et programmes. Ce qui veut dire prendre en compte la littératie, le niveau de littératie des personnes concernées et les impliquer en partenariat dans les recherches. Ce sont là quelques pistes de travail qu'aborderont les intervenants de ce panel. Et ce sont des avenues difficiles à parcourir. Les chercheurs et praticiens se doivent d'écouter le public en le consultant de manière continue. Il convient d'assurer le respect, la protection et la promotion de la diversité et de l'inclusion tout au long du cycle de vie des systèmes d'IA en se conformant au droit international, y compris le droit international et des droits de l'homme. Cela peut passer par le fait d'encourager la participation active de tous les individus, indépendamment de leur race, de leur couleur, de leur ascendance, de leur genre, de leur âge, de leur langue, de leur religion, de leur opinion politique, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur condition économique, de naissance, de leur handicap ou de tout autre motif. Prendre en compte les enjeux si haut mentionnés est un énorme défi. Élaborer des politiques qui répondent à ces défis demande de la part de tous les intervenants un souci d'élaborer des politiques qui prennent en compte les enjeux éthiques. Il faut aussi rapprocher les chercheurs des décideurs afin que ceux-ci soient conscients des enjeux et des risques populationnels de l'IA. La Déclaration de Montréal, para un desarrollo responsable de la inteligencia artificial, qui date de 2024, propose un ensemble de principes universels qui peuvent être utilisés dans vos pratiques en santé mentale. En terminant mon intervention, je mentionnerai une importante question politique posée dans un rapport de la Commission de la santé mentale du Canada en 2019 qui se terminait par cette considération politique. De futures recherches pourraient mettre l'accent, 1, sur la pertinence de l'IA pour les interventions en santé mentale, c'est-à-dire devrait-elle être utilisée comme outil de dépistage en remplacement des thérapeutes humains, ou en tant qu'intervention d'appoint. Alors, remplacer les humains ou avec des interventions d'appoint. Et 2, sur l'inclusion de personnes ayant un savoir expérientiel, par exemple, en leur demandant pourquoi elles utilisent l'IA et à quelle fin. Merci de votre attention et bonne continuation de votre colloque. Merci beaucoup.
Alors, on va enchaîner avec le professeur Michel Bodbol, donc professeur émérite de psychiatrie à l'Université de Bretagne occidentale, pour donc son intervention sur Internet et les réseaux sociaux à l'adolescence. Est-ce une nouvelle forme d'addiction? Madame, est-ce que c'est possible de demander qui m'autorise à mettre mon parole comme espagnol? Je vais aller voir. It needs to no, it's not this. He has. I think you don't have his presentation. He has it, but he needs to be authorized to share his presentation. You know, because now you are the only one who can do it. No, Je peux lui parler en espagnol si vous voulez, madame. alors oui, oui. Oui. Si vous pouvez demander en espagnol, ce sera plus simple, je pense, oui. Por favor, ¿es posible compartir mi pantalla? ¿Compartir mi PowerPoint? No, it's not this. He has his presentation in his computer. La tengo aquí en mi computadora, la tengo en mi computadora, pero no la mandé antes. Nadie me ha dicho de mandarla antes. Entonces ahora lo tengo en mi computadora y la quisiera compartir con ustedes. Autrement, si vous pouvez lui l'envoyer par mail, je pense que ce sera plus simple parce qu'il n'a pas l'air de comprendre pour partager les écrans. Non, mais s'il ne comprend pas, on ne peut rien faire. C'est toute la journée que c'est ça. Attendez, bon, d'accord, je peux vous l'envoyer, madame, mais j'ai peur que ce soit compliqué. Est-ce que vous avez une adresse? Do you have an email? Yeah. Yes. The service in the chat presentation. Ah, il va vous indiquer l'email dans le chat de la présentation. Dans le chat. Et donc, il faudrait lui envoyer, je pense que ça va être plus simple, parce qu'apparemment, il ne peut faire que comme ça. Apparemment, cette chose n'a jamais existé. On va voir ça. Ouais. Bon. No, it's not, you have not understood. His presentation, you don't have his presentation. His presentation is in his computer. Yeah. Okay, so he would like to share it, so you need to authorize it on him. You can authorize to share the screen. Yeah. Yes. It's share. Yes. To authorize him to share his screen. Do you understand now? It's an example. It's not. It's possible. It is not possible. To share his screen. No, but No. No. Yeah. His screen. Est-ce que vous pouvez lui demander de venir devant l'écran que je lui parle? Could you please come here? Celui-là, c'est ma présentation, la famille face à la compétition. Oui, on sait pas. Oui, vous n'en êtes pas. Buenas. Por favor, señor, ¿es posible compartir mis presentaciones que es ahora, que está en mi computadora? ¿No es posible o es posible? Sí, es posible. ¿Cómo hacerlo hacemos? Pero necesitas permitirme hacerlo, ¿no? Ya tienen los permisos para compartir. Preciso solamente presionar el botón de compartir. Vamos a ver. Sí. Yo comparto y me dice partager du contenu. Vamos a ver.
y no aparece mi pantalla. Attendez, déjenme ver. Ah, no, eso es la pantalla que tienen ustedes. Non, bon, ben, Parce que d'accord. celui-là, c'est la mienne, non? C'est pas la tienne. C'est la mienne, bien sûr, parce qu'il est déjà allé. Probar, abrir la presentación primero y después compartir. Tú quieres, pero por el momento no puedo acceder y en pantalla. Los permisos los tienes, pero no sabía cuál sería el error ahora. Lo que se puede hacer es, yo comparto tu presentación. ¿Tú ahora la estás viendo la presentación? La tengo en mi computadora. Si tiene usted una dirección donde la puedo mandar. Perfecto, sí, yo le paso la dirección por chat, ¿sí? Sí, por favor, por chat, dame tu dirección. Bien. Ils ont mis la mienne, mais pas celle de Suzanne. Non, mais là, parce que tu l'as envoyé, moi, je l'ai envoyé. C'est pour entendre. Une chance quand c'est pas déplacé. C'est ça qui est incroyable. Je comprends pas. Ces histoires de traduction. Ils nous disent que ça va marcher, ça marche pas. Ben, j'ai pu comprendre que c'était. Ils les ont éparpillés. Je trouve que l'organisation n'est pas à la même place. Puis quand c'est fait éparpiller par différents endroits, ben les gens se perdent. Non, mais d'habitude, quand on... Je ne sais pas ce que dire. Disculpa, recién Aquí la veo. Veo su dirección y voy a mandar. Espere, señor, tú recién estás compartiendo la pantalla recién. ¿Cómo? Que tú recién estabas compartiendo la pantalla. Por favor, si puedes hacerlo de nuevo. Ok. Est-ce qu'ils l'ont trouvé, Michel? Non, ils ne l'ont pas retrouvé. Il me dit que je peux essayer, mais je n'y arrive pas. Donc, ce n'est pas de sa faute, hein, je n'y arrive pas et c'est tout. Bon, attendez, je vais lui envoyer le truc. Ouais. Est-ce que tu peux envoyer le tien? Oui, je peux envoyer. Parce que là, ça, c'est... Non, mais quand un truc n'est pas organisé, on n'y arrive pas, ça c'est sûr. Mais c'est pas... Ben ouais, moi, je suis intéressée à voir ce que tu vas nous dire quand même, Michel. Ah oui, ben moi, je vais écouter aussi. Monsieur En français, c'est tout. Monsieur Bolbol, est-ce que vous l'avez envoyé par email? Ce serait le plus simple en fait. Il vient de vous envoyer son adresse mail et comme ça il va pouvoir le mettre. C'est bon? Sorry. It's complicated. Sorry for speaking English. I'm sorry. I don't speak Spanish, so. Yannick, the presented? Yes. Yeah. Monsieur Bolbol? Je vois plus personne. Vous êtes toujours connecté?
Ben, je pense qu'il a disparu pour une raison ou pour une autre. Peut-être qu'il. Est-ce que vous l'avez reçu, son email? Non, on n'a pas son email. C'est peut-être ça qu'il est en train de faire. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus? Ah, ok. Il y a quelque chose dans le chat, non? Quelqu'un a écrit? Non. Ok. On va peut-être continuer avec Marie-Rose. Peut-être ce sera plus simple en attendant que M. Bolbol envoie son PowerPoint. Alors, donc, Marie-Rose Richardson, psychothérapeute. Juste un instant, est-ce qu'on peut mettre le diapo? Parce Oui, on va mettre. Can you... Ah non, je crois qu'ils ont trouvé. C'est bon. You have the one of Mr. Bolbol? Yeah. Yes. Oh, okay. It's not here. But why is it not here? If it's not, maybe we will first do with her, and you have a presentation. You have it. It's no. It's the other one about familia. Yeah. This one. Yes. C'est bon? Voilà. Voilà, donc le docteur Marie-Rose Richardson, psychothérapeute clinicienne, présidente du Collège international droit et santé mentale, qui va donc nous parler des usages des outils de l'IA comme source de conflits familiaux. Marie-Rose, vous avez la parole. Merci. Merci au comité organisateur pour cette invitation. Et bonjour, chers collègues. Je vais vous parler effectivement de la famille, mais la famille dans un contexte où est-ce que j'inclus les adolescents. La famille est face à un grand défi, à savoir comment gérer, comprendre l'utilité de ce nouveau phénomène inquiétant dont tout le monde parle, l'intelligence artificielle. Selon le Guardian, un journal plutôt nord-américain, il tient à nous rassurer, nous convaincre de ne pas s'inquiéter. L'intelligence artificielle n'est pas là pour détruire les humains. Mais est-ce pour autant rassurant? En Amérique du Nord, il est estimé, selon l'équipe de recherche de Mme Starter et Anderson, en 2024, que 86% de nos familles connaissent peu l'utilisation du programme AI, contrairement à nos entreprises et les compagnies qui sont mieux préparées à s'en servir. De cette recherche, il parle de ces familles qui sont submergées par le travail, souvent mal rémunérées, certains risquent le chômage, sans parler de leur santé physique et mentale. Apprendre à se servir du programme AI pourrait avoir un impact positif. Par contre, faut-il souligner que la famille n'est plus comme avant? Alors, ça serait le numéro 2. Elles sont complexifiées dans sa composition. On parle de la monoparentalité. 82% des familles sont souvent seules pour gérer leur quotidien, d'après le journal Le Monde. S'ajoute aussi le couple homosexuel, les couples traditionnels, les couples avec famille recomposée, qui sont très sollicités à plusieurs niveaux, soit par le travail, les enfants à l'école, qui toujours, selon Thornton et Anderson, AI pourrait les aider dans la gestion de leur quotidien, permettant aux familles de se libérer des multiples tâches banales et ainsi avoir plus de temps à partager ensemble en famille. Si on passe au slide numéro 3, toutefois, la société actuelle est très exigeante et stressante envers ces familles à plusieurs niveaux. Les obligations administratives, le travail avec leurs exigences, la peur de perdre son emploi, vivre le chômage, le congédiement
Sans oublier les obligations de la vie familiale. Ajoute l'école avec les exigences scolaires qui souvent déstabilisent les adolescents et les parents. Le pourrait les aider dans la gestion de leur quotidien, soit administrativement, recherche, activités parascolaires. Par contre, on parle aussi du modèle japonais qui, eux, ont le robot, qu'on ne connaît moins ici en Amérique du Nord, mais qui doit aussi coûter financièrement. Et que nos familles n'ont peut-être pas ces moyens, peut-être pour s'en servir. Ceci étant dit, je vais revenir aux adolescents qui composent une partie importante des situations familiales et qui m'intéressent davantage par rapport à ma présentation actuelle. C'est le propre d'un adolescent à se tourner vers l'extérieur de la famille et les réseaux sociaux comme ChatGPT sont les moyens les plus stimulants pour maintenir un lien social. Situation inquiétante pour la stabilité familiale. Comme exemple, un adolescent qui refuse d'arrêter ses jeux vidéo à des heures pas possibles et qui n'arrive pas à suivre les exigences scolaires peut créer l'échec, à la limite, arriver à la phobie scolaire et même, pour certains, la dépression. Alors, comment faire confiance à l'AIE? Ça, c'est la slide numéro 5. Les adolescents savent utiliser l'AIE, mais pas toujours à bon escient. C'est le plus grand souci des parents, car pour eux, comment contrôler l'usage des réseaux sociaux? Ces adolescents refusent le contrôle et même les plus jeunes s'y mettent. Lorsque je dis les plus jeunes, je réfère plutôt à les enfants de 10, 11, 12, qui est un nouveau phénomène actuellement avec les services d'Internet. Le problème se multiplie à grande échelle, tel que le modelage, l'hypertrucage, photos, textos, piégeants. Puis, j'aimerais revenir à cyberaid.ca, que c'est un service d'aide canadien, c'est le slide numéro 6. Recense un assez grand nombre d'agressions, tant au niveau sexuel, visio, sex extortion, qu'en 2023, il y avait un indice de 62 55 étaient des fausses nouvelles qu'on appelle, entre guillemets en anglais, fake news. Toujours selon ce service, il y a une augmentation de 31 de violences faites aux enfants, notées par CyberAid. Donc, 4000 photos ont été contrôlées en 2023 par rapport aux enfants. Puis, depuis les derniers 5 ans, toujours avec CyberAid Canada, on observe une augmentation de 85 des cas d'agression. Rien de surprenant de voir qu'il y a une augmentation de demandes d'aide de la part des parents qui n'arrivent pas à gérer la situation. Ils ont perdu contrôle et la réalité, c'est que les programmes d'aide aux familles maintenant sont débordés. Nous avons peu de connaissances des impacts réels sur nos jeunes d'aujourd'hui et demain. L'impression clinique est que le programme AIE entraîne de sérieux problèmes dans les familles. Il n'y a pas suffisamment de prévention, trop dépassé par les interventions. On mettrait le slide numéro 7. Toutefois, quelques services d'aide ont été mis en place et elles méritent d'être soulignées. Exemple, comme que je l'ai déjà cité, cyberaid.ca, c'est un service d'aide canadien pour dépister les conflits dus au programme AIE. Il reçoit environ 10 signalements par jour en moyenne et nous informe sur les précautions à prendre et les moyens applicables s'ils, ça c'est les jeunes, se font prendre au piège. Les jeunes sont invités aussi à les contacter s'ils sont victimes de diffusion d'images intimes ou autres, telles que fake news, messages de haine ou d'agression. Un autre service
qui a pris jour depuis le 1er août 2024. C'est le journal officiel de l'Union européenne qui a publié l'entrée en vigueur du IA, qui est quand même nouveau. Et on se demande s'ils vont établir aussi un meilleur système de contrôle. L'autre, c'est que la protection de la jeunesse française, par contre, eux, demeure peu loquace sur la question du IA, si ce n'est que se référer au signalement relatif à la liberté de la communication. Alors, ça reste encore peu en actualité pour ce que moi je comprends. Le système scolaire en France, par contre, investit dans des programmes de formation pour ces professeurs dès le niveau du lycéen, qui est quand même intéressant. Par contre, la Commission de la santé mentale du Canada, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils utilisent principalement le service IA pour l'utiliser à déterminer la présence de la maladie mentale pour l'instant. Et certaines universités, dont j'en citerai une, qui est l'Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, parce que je la connais, ont instauré un cours présentant les fondamentaux de l'intelligence artificielle. Et un autre service que j'ai trouvé fort intéressant, c'est qu'en Uruguay, 80 000 étudiants ont bénéficié d'un programme de formation en IA depuis 2024. Alors, c'est différents services qui semblent pointer par rapport aux jeunes actuellement avec le service IA. Je poursuivrai avec le slide numéro 8. Quel est le rôle des professionnels de santé mentale? Puis comment peut-on aider? Apprivoiser l'utilisation du programme de l'intelligence artificielle pourrait-elle aider à intervenir et faire de la prévention auprès de nos familles? Si on retient la définition de Wikipédia que j'ai retenue, il explique comme ceci. Un processus d'imitation de l'intelligence humaine exécuté dans un environnement informatique dont le but est de penser et d'agir comme des êtres humains. Je trouvais ça quand même intéressant. Donc, une étape importante serait d'apprendre à s'en servir pour se libérer des exigences administratives, se servir des cueillettes de données pour poser un bon diagnostic, ainsi gagner du temps thérapeutique auprès des familles. Ça pourrait être intéressant pour nous. Une approche plus systémique devient nécessaire alors pour les aider en incluant le milieu scolaire, les parents, les jeunes, pour ouvrir une meilleure compréhension de l'utilisation de l'Internet dans le programme de la scolarité de l'apport du IA. Une autre approche serait d'éduquer nos jeunes à mieux utiliser les réseaux sociaux. En France et au Canada, il y a des cours qui sont affectés sur place afin d'apprendre à l'utiliser à bon escient. Cependant, je constate que dans ma pratique, beaucoup de familles ne connaissent pas le programme AI, n'ont pas les moyens nécessairement pour apprendre ou approfondir et sont beaucoup plus en connexion avec le réseau Internet comme tel. Puis, les besoins d'aide deviennent plutôt urgents. Puis, à ce fait, j'aimerais citer un exemple que je connais et dont j'ai participé. À la demande d'un pédopsychiatre, une famille dont les parents sont séparés, mais collaborent dans l'éducation de leurs jeunes, m'ont consulté car leur fils de 14 ans rencontre des difficultés à l'école et présente des absences répétitives. Les professeurs demandent des explications. À la maison, il a une augmentation de violence au point que celui-ci menace sa mère et qu'elle doit faire appel à l'aide de la police après une agression avec son frère handicapé. Le père, de son côté, a plutôt peur des représailles à moyen et à long terme pour son fils. Alors, les parents m'expliquent que le fait qu'il passe tout son temps dans sa chambre peut expliquer le retrait et passe plus de temps à chatter, comme tu dis, avec ses amis ou bien en faisant des jeux
dont ils ne connaissent pas le résultat et se sentent incapables de lui imposer l'autorité. Ce problème perdure maintenant depuis 1 an. Alors, l'intervention fut d'abord d'impliquer la direction scolaire, qui était urgent, d'ajouter un éducateur pour être à l'écoute du jeune, de lui réapprendre à mieux s'exprimer par les habilités sociales et de remettre en place l'autorité parentale pour structurer des règles claires aux 2 domiciles. Le changement a pu se faire surtout en limitant l'accès à Internet et au réseau social. Le temps de connexion à Internet a été fixé à des heures précises, en accord avec celui-ci et ses parents. Il y a eu une mise en place d'un suivi mensuel pour faire le point et poursuivre la progression. Affirmer que ce jeune aujourd'hui fonctionne déjà beaucoup mieux et les parents sont un petit peu plus en confiance. Il y aurait beaucoup à dire sur les différents types d'interventions pour soutenir nos familles face à ce phénomène qu'à l'arrivée du AIE. Les parents ont vraiment besoin de soutien afin d'être en confiance. Alors, prévoir des programmes de formation gratuits, soit dans les centres sociaux, serait utile. Améliorer peut-être des services en ligne, mais surtout par le biais de l'éducation. L'enjeu se joue surtout, selon CyberAid canadien, à programmer de la formation pour les intervenants en santé mentale, fortement encouragés et même exigés. En conclusion, ce qui demeure important, c'est que peu importe ce que nous pratiquons dans nos professions respectives, 2 éléments doivent être maintenus et respectés. Et là, je fais référence à l'éthique et à la confidentialité. Concernant, ça c'est la slide numéro 9, l'éthique, avec l'utilisation du IA, on doit se poser les mêmes questions d'éthique, morale et sociale que celles qui sont présentes au sein de la société en général, c'est-à-dire respect de la vie privée, justice et équité, par exemple. Puis pour ce qui concerne la confidentialité, une action de s'assurer que l'information n'est accessible à ceux qui donnent l'accès et qui nous autorisent. S'assurer que les données reçues par AIE sont correctement validées par les cliniciens à tout temps. Et je terminerai par ceci. Nos outils de travail sont sans cesse en adaptation aux changements de notre système social que nous vivons dans le quotidien et de garder en tête la peur de l'intelligence artificielle crée la cyberdépendance, idée obsessionnelle de perdre de contrôle, générant de l'insécurité. Et ceci a été souligné particulièrement à ma grande surprise par Geoffrey Hinton, prix Nobel de physique de 2024, qui se pose de sérieuses questions sur la question de le contrôle du AI dans notre société actuelle. Je termine comme ça. Merci à vous tous. Merci à vous. Donc, on va poursuivre avec le professeur Michel Bodbol. Vous avez sa présentation, c'est bon. Le professeur émérite de psychiatrie à l'Université de Bretagne, qui va donc nous parler d'Internet et des réseaux sociaux pour les adolescents. Donc, s'agit-il d'une nouvelle addiction? Merci beaucoup, madame. Donc, je ne vais pas faire ma présentation, je ne vais pas montrer mon PowerPoint en espagnol. Ah, vous l'avez. Ah, ils ont réussi. Là, on essaie, c'est bon, oui. Alors, écoutez, vous allez voir, c'est un peu compliqué parce que ce que j'avais prévu, de pouvoir le dérouler moi, puisqu'il y a beaucoup de. Moi, je peux passer les slides. Alors, si vous me dites à chaque fois, je peux les passer au fur et à mesure. Voilà. Alors, écoutez, voilà, faites ça, si vous avez la gentillesse de le faire. En gros, passez à la deuxième slide. En gros, on commence par cette idée curieuse qui est actuellement débattue dans les écoles françaises, celle de faire ce qui s'appelle la pause digitale, qui est sous-tendue par l'idée que l'usage problématique d'Internet serait une addiction.
Et dans une logique de type logique de produit, il apparaissait utile, tant dans les familles qu'à l'école, de réduire l'accès et la proximité avec cette utilisation d'Internet pour éviter précisément que cette consommation ne soit addictive. Le risque étant évidemment qu'en appuyant sur cet aspect, on oublie les intérêts positifs, les avantages que Marie-Rose a cités d'ailleurs, les avantages que peut apporter quand même Internet, notamment, on parle d'école, en termes documentaires et qui sont très valorisés. La diapositive suivante, voilà. Est-ce que c'est une nouvelle addiction? Eh bien, les classifications psychiatriques disent que non. Pourquoi? Parce que dans le DSM-5, qui est la classification américaine, le comportement répétitif et de consommation de produits a été étendu à une seule comportement répétitif, c'est le jeu pathologique. Sur l'idée, parce que c'est le seul dans lequel on a des preuves que ça ressemble, y compris d'un point de vue biologique et d'un point de vue structure cérébrale impliquée, ça ressemble aux autres addictions. Ça les a conduits, cette exigence d'avoir un lien biologique avec des addictions aux produits toxiques, aux produits négatifs, ça les a conduits à repousser, à rejeter l'idée d'introduire les addictions comportementales, celles qui sont pas liées aux produits, en dehors du jeu pathologique, notamment les usages compulsifs du sexe, les usages d'Internet et les achats compulsifs. C'est cette option qui n'implique pas, donc qui ne reconnaît pas à l'usage abusif d'Internet, enfin à l'usage problématique d'Internet, le statut d'addiction, n'a pas été choisi, n'a pas été l'option choisie par la CIM-11, c'est-à-dire la classification internationale des maladies, qui a préféré que les addictions comportementales, toutes les addictions comportementales, tous les comportements répétitifs dont la définition est précisément de ne pas arriver à résister au désir de réaliser des actes gratifiants malgré les préjudices que ça peut provoquer au long cours, eh bien, ça a été une option de créer une catégorie particulière qui est le trouble du contrôle de ces impulsions. Eh bien, ça inclut toutes les addictions comportementales, ce qu'on a appelé les addictions comportementales, ça inclut tous les comportements répétitifs, sauf l'usage d'Internet, parce que les données n'ont pas été suffisantes pour pouvoir considérer que l'Internet est malheureusement plus qu'un outil pour des autres comportements répétitifs. Autrement dit, le DSM-5 dit que ce n'est pas une addiction. La CIM-11, qui pour une fois se distingue de DSM-5, dit que c'est une erreur considérée comme des addictions comportement répétitifs, préfère le classique de la régulation des pulsions et à partir de ça, a malheureusement pas retenu l'Internet comme une de ces catégories qu'elle inclut dans ce chapitre, puisqu'il considère que l'usage d'Internet n'est qu'un outil pour permettre d'aboutir, pour pouvoir réaliser les autres
comportements répétitifs, notamment le sexe et le jeu pathologique. Voilà. Donc, est-ce que la diapo suivante, donc dans l'état actuel de la science psychiatrique, puisque c'est quand même une science, l'usage excessif ou problématique d'Internet n'est ni une addiction comportementale du DSM-7, ni un trouble du contrôle des impulsions, des détentions, de la classification internationale des maladies, à la différence des autres comportements répétitifs, comme le jeu pathologique, l'hypersexualité, les achats compulsifs, ou même la kleptomanie. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un statut du fait de la vie de la psychiatrie est très incertain. La suivante diapositive, s'il vous plaît bien. Alors, pourtant, comme l'a montré Marie-Rose, l'usage abusif, problématique d'Internet existe. Et c'est même une des questions qui apparaît répétitivement dans les consultations qu'on peut avoir avec les adolescents difficiles, c'est-à-dire qu'en pratique clinique, il est très rare aujourd'hui que cette question ne soit mise en avant par les parents, beaucoup plus que par les jeunes eux-mêmes, sous le mode de la question de comment on peut faire en sorte pour qu'ils réduisent cette misère qui peut devenir non seulement envahissant, mais parfois exclusif, et s'opposer à tous les autres de l'adolescence, et notamment le travail scolaire, la vie sociale et le respect des règles. La diapositive suivante. Alors, au lieu d'être une nouvelle pathologie provoquée par l'apparition de ces nouvelles technologies de l'information et de l'ingénieur, on peut se demander si ce ne serait pas simplement une nouvelle forme d'expression des classiques difficultés des adolescents. C'est-à-dire une façon pour les adolescents en difficulté, tous ne le sont pas en difficulté, de faire avec l'épreuve qui constitue l'adolescence en tant que période où l'on passe d'une dépendance, un appui sur les parents, à quelque chose où on doit mettre une distance avec eux, ne serait-ce qu'à cause des nouveautés que constitue l'accès à une sexualité adulte, et donc la nécessité, en quelque sorte, de sortir de la famille comme une façon de réaliser cette nouveauté. Et alors là, évidemment, l'Internet ne serait qu'une manière tout à fait particulièrement efficace d'entrer en conflit pour se séparer, non pas en sortant comme c'était traditionnellement le cas jusqu'à récemment, mais en vivant à l'intérieur même de la famille, sortant de la relation familiale, non pas par le biais de la relation qui s'établit à l'extérieur concrètement, mais au travers de relations qu'on établit à l'intérieur, fermé dans sa chambre et en tout cas séparé de ses parents. Passer à la diapositive suivante. De passer, c'est pas possible de parler. S'il vous plaît, voilà. Et encore un passer là aussi. En tout cas, dans ces conditions, quelle est la place de l'usage excessif de l'Internet? Eh bien, quelle place pour cet usage problématique d'Internet et notamment des réseaux sociaux et des écrans en général, puisque c'est de la même chose qu'il s'agit, c'est incontestablement le fait que cet usage est un fait social avant tout. C'est un fait social total au sens que Marcel Mauss donne à ces conduites nouvelles
prennent en compte l'évolution de la société et se répandent de façon épidémique sans qu'il s'agisse pour autant d'une maladie. Autrement dit, c'est quelque chose qui est un fait social d'abord. Et en tant que tel, c'est quelque chose qui est un problème, mais pas une maladie, et qui est un problème social qui relève davantage de l'anthropologie, dont la compréhension relève davantage de l'anthropologie que de la psychiatrie ou de la psychopathologie. Sauf dans quelques cas, et dans quelques cas où cet usage abusif révèle des difficultés psychologiques, médico-psychologiques, psychiatriques, qui sont des manœuvres diverses pour éviter d'être confronté à la souffrance psychique qui accompagne les difficultés. Et donc, ça serait révélateur en tant que ça viendrait être un des symptômes qui permet de ne pas penser pour ne pas souffrir de la pensée. C'est aussi parfois le cas, l'Internet est une complication de ces troubles. Parce que ces troubles, que ce soit une complication d'un trouble qui est transitoire, qui est déjà installé, structuré, l'Internet peut venir compliquer les situations, quelles que soient les raisons pour lesquelles on s'y adonne de façon problématique. En tout cas, les données scientifiques actuelles n'ont pas permis d'apporter des preuves convaincantes que c'était une cause de ces troubles psychiatriques. Beaucoup d'hypothèses ont été, par exemple, il y a eu pendant tout un temps l'idée qu'une certaine forme de retrait psychiatrique, retrait confinant à l'autisme, comparable à l'autisme, était due à l'Internet. Et il y a encore dans certains pays cette idée que c'est de ça qu'il faut défendre les petits notamment, en leur évitant un accès trop précoce aux écrans. Bon, mais tout ça n'a pas été démontré pour l'instant, pas parce qu'il y a une corrélation entre les deux, c'est-à-dire une fréquence partagée de leur association, que c'est une preuve suffisante et rien dans la science aujourd'hui n'a permis de venir le confirmer. Alors, il y a bien sûr quelques données épidémiologiques qui montrent que quand on est souvent sur les écrans, etc., mais on va avoir moins bons résultats scolaires ou une moins bonne évolution sociale, mais ça n'en fait pas une maladie. Ça en fait, si vous voulez, un fait social qui a des effets négatifs par l'extension qu'il prend, comme on peut dire d'ailleurs que, d'une certaine manière, les conduites à risque ont changé de nature avec l'invention du moteur à explosion, quoi. On pourrait considérer d'ailleurs que les accidents de moto sont le résultat d'un abus de la motorisation. C'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas en soi pathologique. Ce qui est pathologique, c'est la façon, les conséquences que cela peut induire dans la vie de ces jeunes. Diapositive suivante. Ce qui est clair en tout cas, c'est que si on veut essayer de comprendre cette affaire, c'est d'abord, une fois encore, l'anthropologie qu'il faut s'adresser, parce que c'est elle qui peut nous apporter raison de comprendre en quoi, pour traiter une vieille question qui est la question des adolescences en souffrance, parce qu'il y en a toujours eu, et il y en a toujours parce que c'est une période compliquée, plutôt que des motivations, des explications, des hypothèses fantaisistes dont je ne veux pas parler là, il faut plutôt s'appuyer sur les modèles qu'offre l'anthropologie pour expliquer qu'un certain nombre de comportements deviennent des inconduits très largement répandus, par exemple autour des notions qui ont été très développées par les culturalistes de modèles d'inconduite, c'est-à-dire que les sociétés, elles prescrivent aussi bien ce qu'il faut faire que ce qu'il ne faut pas faire.
et en quelque sorte, les sociétés disent ne fais pas ça, mais si tu le fais, voilà comment. Et ce qu'il y a d'extraordinaire à l'adolescence, c'est qu'il y a un grand conformisme dans la façon dont on exprime son malaise. Il y a une autre conception, mais il y en a d'autres. Hein. C'est simplement que je donnais deux exemples. La notion de niche écologique que Yanaki a utilisée, qui est un philosophe des classifications, pour pouvoir expliquer pourquoi il y a des modes en matière de troubles mentaux, comme il y en a en matière de maquillage ou d'habillement. Passer la diapo suivante. Donc, c'est bien l'anthropologie qui va nous permettre de comprendre pourquoi tout d'un coup, ça devient un problème si important dans les relations familiales. Mais je crois que, comme l'a montré Marie-Rose, à ceci près que quand il frappe sur sa mère, c'est pas tellement parce que, c'est peut-être pas, en tout cas à mon avis, dans ce cas-là, jamais j'aurais l'idée de penser que c'est l'usage d'Internet qui est la cause du fait qu'il maltraite sa mère. En tout cas, c'est l'un des problèmes, mais ce n'est pas le seul. Et rien n'indique que c'est celui-là qui est le plus déterminant pour le fonctionnement, qui le conduit à faire des choses qui sont très extrêmes dans le couple. Bon, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas... L'anthropologie, elle nous permettrait en particulier de comprendre, d'expliquer et peut-être d'intervenir sur ces nouveaux risques sociaux qui sont issus de l'usage accessible d'Internet. C'est-à-dire ce que les uns et les autres ont déjà dit, c'est le cyberharcèlement qui est très fréquent, l'exposition à la pornographie, dont on ne sait pas très bien jusqu'où il peut aller dans les difficultés de provoquer, et le fait d'être dans les jeux d'argent, l'incitation à la haine, à l'information, etc. L'extension du domaine possible, c'est-à-dire que l'on voit se développer des façons de conflictualiser, d'induire des conflits irréductibles, qui sont des façons qui se fondent sur des nouvelles formes de transgression dont on a vu, on voit des extensions épidémiques en effet, et sans pour autant ni d'un virus ni d'une maladie. C'est simplement peut-être une nouvelle façon de montrer son opposition, c'est-à-dire de faire usage de ces nouvelles capacités de se différencier de ses parents. Voilà. Le point le plus, s'il y a quelque chose d'original dans cette affaire, c'est peut-être finalement l'un des effets les plus flagrants de l'effet de l'usage abusif d'Internet sur les fonctionnements mentaux, c'est la réduction de la capacité à analyser les différences d'opinion entre individus ou entre groupes d'individus, constitués sur des affinités d'opinion, et ceci ayant un effet dangereux, qui est effectivement celui, non pas de constituer des maladies, mais de constituer des mauvais citoyens. Et je pense que malheureusement, ce que le Covid nous a montré, c'est tout autant le risque que comportait ce virus, mais aussi, surtout, les effets extraordinaires qu'ont eu sur les adolescents, le fait qu'ils étaient obligés de privilégier leur échappement vers l'intérieur plutôt que la possibilité de se séparer en sortant. Et ça les a exposés à apprendre quelque chose qui était probablement là déjà avant, mais qui s'est développé de façon spectaculaire, c'est l'impossibilité de supporter la simple discussion de ce que l'on prétend des opinions, la simple discussion de gens. Il y a toujours eu à l'adolescence
sens une tendance à la radicalité, mais il est devenu maintenant radicalement autorisé de se battre et d'attaquer les gens, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils pensent, d'une façon qui atteint quelquefois des caractéristiques tout à fait curieuses. Alors ça, c'est sûr que si c'est une façon, c'est pas une maladie en tant que telle, c'est une façon d'être citoyen problématique et une façon d'être en société illicite, sans doute favorisée par le fait que grâce à l'Internet, on peut très bien passer sa vie à d'entendre, de lire et de considérer les opinions qui sont celui des influenceurs qu'on a choisis, c'est-à-dire une façon extraordinaire de ne pas partager cette opinion avec autrui, de n'être jamais dans la situation d'être dans un espace commun. Et ça, je crois que c'est un problème, mais c'est un problème social. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, le prof Christian Bic est retenu pour l'instant à l'Alliance française. Donc on verra s'il peut nous rejoindre après. Alors, ensuite, dans le programme, normalement, c'est moi. Est-ce que M. Wilson Engelmann, vous voulez éventuellement passer d'abord? Je crois qu'il n'est pas là. Si. Mr. Engelmann, do you want to speak now or after? What do you prefer? Okay, thank you. Thank you. No. Thank you so much. I unfortunately don't speak French. Because of this, I will give my lecture in Spanish. Mi trabajo tiene como título Cuando la ética y la ley se cruzan para estructurar una inteligencia artificial responsable basada en la centralidad de la persona humana. El siglo XXI está marcado por el rápido avance de diversas tecnologías, entre las que destacan las nanotecnologías y también la inteligencia artificial. El acceso humano a la escala nanométrica, que equivale a 1.000 billonésima parte de un metro, ha permitido el desarrollo de sistemas tecnológicos que pueden emular algunas capacidades humanas, tais como pensar, actuar, pensar racionalmente y actuar de forma racional. A partir de estos supuestos y teniendo en cuenta la ausencia de consenso sobre lo que debe considerarse como inteligencia artificial, se parte del siguiente concepto, que destaca la inteligencia artificial como un concepto complejo y polifacético, que debe vincularse a artefactos tecnológicos, a determinados métodos o a determinada área científica. En algunos casos, situándose aún en subáreas que están en constante modificación, que requieren componentes de hardware y software y que contiene componentes en condiciones de aprender, es decir, capaces de cambiar el comportamiento del sistema en función de los datos presentados y del procesamiento de estos datos. Se observa que la inteligencia artificial está siempre vinculada a un proceso de aprendizaje estructurado a partir de datos. Cuanto mayor sea el número de datos,
de que disponga el sistema, mayor será su nivel de aprendizaje. La inteligencia artificial responsable se basa en el supuesto de la centralidad de la persona humana, tal como la define, por ejemplo, la regulación de la inteligencia artificial de la Unión Europea, que es el modelo que también está siendo trabajado en la legislación brasileña. El ser humano debe ser la origen y el destino de los avances de la inteligencia artificial, reuniendo cuestiones ético-legales para justificar los avances. Esta perspectiva puede construirse a partir de 3 ejes estructurantes. El primer eje, que es llamado de Praecepta Iuris, de Ulpiano, extraído del Digesto, que dice, ese núcleo equivalente a los 3 preceptos del derecho. Los tria praecepta iuris de los romanos. El primer, honesti vivere. El segundo, alterum non laedere. Y el tercero, sum quici tribuere. Ese es el primer eje que yo entiendo como estructurante para el desarrollo de la perspectiva ético-legal de la inteligencia artificial. El segundo eje se puede encontrar en el libro de John Finnis, que tiene como portada principal Natural Law and Natural Rights, cuando se refiere a la existencia de bienes humanos básicos y requisitos de razonabilidad práctica. Se destaca la preponderancia dentro We can't hear you anymore. Yes. ¿Usted está me ouvindo? I ¿Está me think ouvindo? so. Yes, it's okay. It's okay now. ¿Está me ouvindo? ¿Está me ouvindo? ¿Usted escucha-me? Sí, sí. Yes, it's okay. It's okay. Ah, ok. You can continue. Bueno, ¿usted estaba me escuchando hasta ahora? Sí. Sí. Sí, ok, gracias, perdón. Bueno, yo estaba hablando de la perspectiva de John Finnis y justamente el requisito de la razonabilidad práctica que me interesa aquí es la preponderancia del bien común, que significa la búsqueda de la realización del bien común, que señala acciones materiales para el bienestar individual y colectivo. Y segundo John Finnis, el bien común quiere decir un conjunto de condiciones que permiten a los miembros de una comunidad alcanzar objetivos razonables por sí mismos o para realizar razonablemente por sí mismos el valor o valores por los cuales tienen motivos para colaborar mutuamente.
sea positiva o negativamente en una comunidad. Este concepto de bien común destaca la superposición entre acciones públicas y privadas para que la comunidad pueda alcanzar objetivos razonables. Esta es la noción de bien común. Y luego tenemos el tercer eje, que debe combinarse con la perspectiva de Aristóteles, quien antes de decir qué significa frónesis, presenta los caracteres de los frónimos. Y los frónimos, según Aristóteles, se piensa que es propio de una persona que tiene frónesis para poder deliberar bien sobre lo que es bueno y conveniente para uno mismo, no en relación a un aspecto particular, sino sobre el tipo de cosas que nos llevan a vivir bien en general. Es evidente que la frónesis aparece como un tipo de conocimiento práctico que apunta a la prudencia de la persona en sus acciones, cuyo objetivo es la realización de su bien. El mantenimiento y fortalecimiento de estas barreras de salvaguarda servirán para hacer frente a uno de los riesgos que a menudo se señalan en relación con los avances de la inteligencia artificial, que el ser humano pueda perder el control sobre el sistema. Esta línea de preocupación es subrayada por Luciano Floridi cuando afirma: la inteligencia artificial no es simplemente otra utilidad que necesita ser regulada cuando está madura. Y ahí afirma con bastante vehemencia: es una fuerza poderosa y está remodelando nuestras vidas, nuestras interacciones y nuestros entornos. Es una cita fuerte de Luciano Floridi, y analizando el escenario actual del desarrollo de la inteligencia artificial, puede decirse que únicamente está en su infancia. Es decir, que aún hay margen para avanzar y no cabe duda de que la mencionada remodelación de Floridi puede hacerse realidad. Se insiste en la necesidad de tomarse en serio algunas facetas de los riesgos y el amplio y profundo desarrollo de la inteligencia artificial podría acarretar al ser humano. Aquí yo utilizo una idea sacada de una publicación del italiano Stefano Rodotà, cuando menciona: el ser humano y su custodia resultan así no ser una resistencia a lo nuevo, al temor al cambio, o una infravalorización de sus beneficios. Se presentan como conocimiento consciente de una transición
y no se puede separar de los principios en los que el ser humano sigue reconociéndose, abriéndose, no obstante, a un mundo más amplio y en continua transformación. No es la compañía de unos pocos ni de un baladí. El compromiso necesario requiere una transformación cultural, una amplia atención civil y una acción pública coherente. Hablar de una política de lo humano es entonces exactamente lo opuesto a las prácticas corrientes que quieren apropiarse de cada aspecto de lo vivo. Se podría hacer un breve comentario sobre esta perspectiva aportada por Stefano Rodotà. Efectivamente, se necesitará una acción pública coherente que implique decisiones y opciones ante las posibilidades que traen los avances de la inteligencia artificial. Sin embargo, y cada vez más, es necesario prestar atención a los movimientos generados por la acción privada, especialmente cuando se trata de la regulación de esta tecnología y de otras que conforman la llamada cuarta revolución industrial. La pregunta que se plantea es, ¿cuál es la razón de esa preocupación? Las transformaciones, o como he llamado Ulrich Beck, la metamorfosis del mundo, también requieren acciones creativas y ampliadas para dar cuenta de las llamadas lagunas normativas que plantean una serie de preguntas. Yo traigo solamente una de esas preguntas que el sociólogo Ulrich Beck ha planteado en su libro La metamorfosis del mundo. ¿Quién debe determinar la nocividad de los productos y las tecnologías en el riesgo que entrañan en sus dimensiones? La responsabilidad incumbe a los que generan esos riesgos o a los que se benefician de ellos. ¿Se incluye o excluye a las personas afectadas o potencialmente afectadas por ellos? Me parece que la ciencia jurídica debe aprender a tratar y regular las pruebas de ese conjunto de aspectos que la inteligencia artificial está trayendo. Y acá es posible guiarse por el principio de cognoscibilidad, da cual fala o filósofo alemán Marcus Gabriel. Es decir, los límites de lo que podemos conocer con certeza mediante las ciencias naturales y lo que aún no podemos saber son imprecisos, ya que mucho de lo que parece irrefutable en un momento dado aún puede sufrir una revisión posterior. Esta falta de certidumbre sobre los contornos del facto tecnológico, acá en el caso de la inteligencia artificial, deberá impregnar la ingeniería reguladora que aún pretende operar sobre la certeza y la previsibilidad de lo que se conoce y, por tanto,
de lo que se regula. Por todo eso, en conclusión, yo pienso que la centralidad del ser humano deberá ser el grande conductor para los avances de la inteligencia artificial, além de servir también para la evaluación de los riesgos y el establecimiento de arquitecturas regulatorias que sean ágiles y flexibles, a fin de acompañar la rapidez con que se desarrolla las variadas utilizaciones de la inteligencia artificial. Muchas gracias por la atención. Thank you. Et donc pour terminer, je vais faire ma présentation donc sur l'encadrement juridique et éthique des outils d'IA en santé mentale. Donc, il y a un PowerPoint en espagnol normalement. Can you put my note to my presentation? Yeah, yes, thank you. I can't see, yes, so. Okay. Donc, pour commencer, quelques rappels sur l'importance du sujet, donc de cet encadrement juridique et éthique des outils d'IA en santé mentale. Donc, d'abord, concernant l'importance de la question de la santé mentale dans le monde. Donc, la santé mentale a un défi majeur pour la société mondiale, avec quelques chiffres. Une personne sur 8 en 2019 souffrait d'un trouble mental ou neurologique dans le monde, ce qui représente un tiers des dépenses de santé dans les pays développés. En 2023, on a des chiffres concernant plus particulièrement la dépression et le suicide. Donc, plus de 280 millions de personnes souffriraient de dépression dans le monde, avec donc environ 700 000 suicides par an. Donc, on le voit, un enjeu qui nécessite donc de trouver des moyens pour traiter ces troubles psychologiques. Alors, le développement des outils d'IA offre justement de grands espoirs. Il participe de ce qu'on appelle en France un l'avènement d'une médecine 6P. Donc 6P, ça veut dire préventive, prédictive, personnalisée, participative, preuve et parcours. Alors effectivement, un des premiers atouts que pourrait offrir l'IA, c'est de pouvoir détecter de manière précoce les personnes qui présentent des risques de développer des problèmes de santé mentale. Donc là, on a un glissement justement vers une médecine qui va être une médecine préventive. Donc initialement, la médecine, elle est surtout thérapeutique, que ce soit la médecine somatique ou psychiatrique. Donc elle vise à ramener de l'état pathologique à la normale. Et aujourd'hui, la médecine a de plus en plus vocation à être préventive, c'est-à-dire à anticiper les troubles psychiques, donc avant qu'ils ne deviennent trop graves. Donc il faut les prévenir, voire même les prédire. Et effectivement, le traitement de données massives par des systèmes d'IA laisse envisager des avancées, notamment pour comprendre les causes complexes de troubles tels que la dépression et la tendance suicidaire. On peut avoir aussi des outils d'analyse textuelle, notamment des échanges sur les réseaux sociaux, pour détecter les personnes à risque. Autre espoir offert par donc, ces outils d'IA, c'est d'avoir un diagnostic plus objectif. Donc là, c'est la preuve dans la médecine 6P, qu'effectivement, particulièrement dans la médecine psychiatrique, on avait traditionnellement une analyse qui était considérée comme assez subjective par le médecin des symptômes présentés par le patient, et la médecine aujourd'hui devient de plus en plus une médecine basée sur la preuve, donc avec un souci d'objectivation du diagnostic, en espérant qu'il en résulte un objectif donc plus sûr, en évitant donc des erreurs humaines et permettant d'avoir une meilleure prise en charge du patient. Dans cette médecine 6P, on retrouve aussi l'aspect personnalisé. Donc, effectivement, les outils d'IA permettraient donc un traitement plus personnalisé, avec une prise en charge adaptée à chaque patient.
en repensant donc le parcours de soins. L'idée étant éventuellement de réserver les rencontres avec un psychiatre aux cas les plus sévères et le suivi des autres patients étant au moins en partie délégué à la machine, avec par exemple des programmes de méditation, des agents conversationnels qui pourraient intervenir. Les outils d'IA sont aussi importants pour le suivi ambulatoire des patients à risque, notamment des patients qui ont déjà fait des tentatives de suicide, pour éviter les récidives. Donc on le voit, hein, ces outils d'IA sont donc très prometteurs, et pour autant, bien évidemment, ils comportent également des risques éthiques et sociétaux. Alors, un des premiers risques, c'est le développement d'outils de profilage et de surveillance qui conduiraient au final à une société de contrôle. Alors, on en a des exemples à l'étranger, hein. Par exemple en Chine, on a des entreprises qui ont équipé, avec l'accord du gouvernement national, leurs ouvriers de casques qui détectent leur état émotionnel pour améliorer leur productivité. Des risques qui pourraient même être des risques de modification de l'esprit, donc avec les progrès en neurotechnologie, qui seraient couplés donc à des systèmes d'IA et qui permettraient à terme de modifier les pensées, les émotions, donc le comportement des êtres humains, donc pour avoir une dérive vers une manipulation des esprits dans un but commercial, dans un but politique, ou également cette modification de l'esprit dans un but d'amélioration cognitive, hein, donc neuro-enhancement, dans la lignée des transhumanistes. Autre risque, le risque de perte de maîtrise du patient sur ses données cérébrales, qui sont des données particulièrement intimes, qui vont justement être désormais potentiellement mises au grand jour. Et puis, un risque concernant la relation médicale, qui serait donc de remplacer totalement le médecin par la machine. Alors, je vais axer la suite de mon propos sur trois aspects qui sont particulièrement pris en compte par le droit et l'éthique. Donc, d'abord, la question de la fiabilité, de la sécurité des outils d'IA, pour éviter notamment cette surveillance, ce contrôle, cette modification des esprits, une protection des droits des patients, et puis, enfin, une protection, on va dire, de la relation médicale, du caractère humain de cette relation médicale. D'abord, le premier point, c'est l'enjeu concernant la fiabilité et la sécurité donc, des systèmes d'IA. D'abord, la fiabilité, il est en effet important tout d'abord que ces outils soient transparents et explicables. Donc, transparence et explicabilité, ce sont deux grands principes en matière d'éthique. Effectivement, on va souvent contester ce qu'on appelle l'effet boîte noire, c'est-à-dire qu'on connaît les données qui entrent dans le système, on connaît celles qui en sortent, mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer entre les deux, comment le système fonctionne. Et donc, il est important que tout ça soit le plus transparent et explicable possible. Toujours concernant cette fiabilité, bien sûr, l'importance de la qualité des données. Les systèmes d'IA, ils vont être entraînés sur des données, ils vont ensuite avoir besoin encore de données pour fonctionner. Il est très important que ces données soient d'une grande qualité pour éviter sinon qu'il n'y ait des biais par exemple en raison d'un manque de représentativité de certaines populations. À côté de la fiabilité, la question de la sécurité présentée par ces outils d'IA, donc sécurité à l'égard des personnes humaines, c'est ça l'enjeu. Alors, au niveau européen, on vient d'adopter un règlement européen justement sur l'IA en 2024 qui retient une approche, on appelle une approche basée sur les risques, c'est-à-dire qu'on va grader les risques du moins important au plus important pour mettre en place une réglementation qui soit proportionnée à l'importance du risque présenté par l'outil d'IA. Donc, on a 4 niveaux de risque. Donc, si on commence par le plus élevé, c'est ce qu'on appelle le risque inacceptable, qui va donc bien évidemment être interdit. On a ensuite les risques élevés, les risques limités et le risque minimal qui, lui, ne donne lieu quasiment à aucun encadrement. Alors, qu'en est-il en matière de santé mentale? Eh bien, on a effectivement certains outils qui vont être considérés comme inacceptables et donc interdits. Ce sont donc tous les outils qui utiliseraient donc des techniques subliminales en dessous du seuil de conscience d'une personne ou des techniques qui sont délibérément manipulatrices ou trompeuses.
Donc justement, ce risque de manipulation des esprits a bien été pris en compte par ce règlement sur l'IA, qui donc interdit formellement ce type d'outils, donc qui sont beaucoup trop risqués, donc risques inacceptables. Alors, à côté de ces outils qui sont heureusement interdits, on se rend compte que sinon, la plupart des outils d'IA qui peuvent être utilisés concernant la santé mentale, eh bien, sont plutôt peu réglementés. Ils sont considérés comme présentant effectivement assez peu de risques, soit un risque minimal, soit un risque limité. Alors, par exemple, le fait d'utiliser des agents conversationnels est considéré comme présentant seulement un risque limité. Et donc, la seule obligation qui est posée par le règlement sur l'IA, c'est qu'il est nécessaire que les utilisateurs soient bien informés qu'ils sont en train d'interagir justement avec un agent conversationnel, donc avec une intelligence artificielle et pas avec un être humain. Il faut bien qu'ils en aient conscience, mais c'est la seule limite, la seule règle qui est ainsi imposée concernant ces agents conversationnels. Alors, on peut s'interroger sur le caractère suffisant de cet encadrement, puisqu'effectivement, on se rend compte que finalement, échanger avec un agent conversationnel va nécessiter quand même la création d'une empathie entre l'utilisateur, donc le patient, et cet agent conversationnel, qui pourrait entraîner des risques de manipulation potentiellement sur les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes souffrant justement de troubles mentaux. Mais bon, pour l'instant, au niveau européen, on considère donc que ça n'est pas un risque très important et donc un encadrement qui est quand même assez limité. On verra à l'avenir si c'est effectivement suffisant. Au moins, les risques les plus graves, voilà, toutes les techniques de manipulation de pensée sont heureusement, elles, totalement interdites. L'autre aspect important, c'est bien sûr de protéger les droits des patients. Alors, on a deux aspects ici, protéger l'autonomie des patients d'une part, et puis ensuite protéger leur maîtrise sur leurs données cérébrales. Alors concernant l'autonomie des patients, effectivement, c'est un aspect qui est extrêmement important, en tout cas en droit de la santé français, cet aspect d'autonomie du patient qui a été reconnu de manière croissante. Le patient est censé être maître de plus en plus de son corps, de sa santé, et donc avoir une autonomie de décision sur les soins qui vont pouvoir lui être apportés et aussi refuser, bien évidemment, les soins auxquels il ne consentirait pas. Donc cette autonomie du patient, elle est surtout présente en France depuis la loi de Kouchner de 2002 et elle est vraiment croissante. Alors, qu'en est-il quand le professionnel de santé décide justement d'utiliser des outils d'IA? Dans quelle mesure doit-il obtenir le consentement du patient? Dans quelle mesure doit-il l'informer? Cette question a été encadrée par la loi française de bioéthique de 2021, donc la dernière réforme de bioéthique en France en 2021. Et ce que propose cette loi, c'est que le professionnel de santé a l'obligation de s'assurer que le patient a été informé de l'utilisation donc d'un système d'IA. Alors, on voit donc un encadrement, à une volonté de prendre en compte cette utilisation croissante des outils d'IA en matière de santé, donc santé en général, pas que santé mentale, mais ce texte est assez décevant et ne semble pas être suffisamment protecteur de l'autonomie du patient et donc des droits des patients. Pourquoi ? Première remarque, ce texte ne concerne que les systèmes qui ont appris à partir de données massives. Donc cette obligation d'informer les patients de l'utilisation d'un système d'IA ne concerne pas tous les systèmes d'IA, mais seulement ceux qui ont fait l'objet d'un apprentissage à partir de données massives. Donc un champ d'application qui est malheureusement limité. Deuxième remarque, c'est ici seulement une information du patient qui est requise, c'est-à-dire qu'on ne lui demande pas son consentement. Le consentement n'est pas requis
on l'informe seulement, donc il ne peut pas a priori s'y opposer. Donc ce qui est particulièrement étonnant pour un Français, puisque vraiment on a une place normalement centrale du consentement du patient en matière de santé, consentement qui découle du principe de dignité de la personne humaine et vraiment cette idée de maîtrise de la personne sur son corps et sur sa santé. Et là, pour autant, donc, le consentement n'est pas exigé. Troisième remarque, cette information, elle a un contenu qui est aussi limité, puisque d'après la loi de 2021, on va devoir informer le patient seulement sur deux choses. Premièrement, on l'informe de l'utilisation d'un outil d'IA, c'est-à-dire qu'il doit savoir que cet outil va donc être utilisé, l'usage de l'outil. Et puis, en second lieu, on l'informe également, le cas échéant, nous dit la loi, le cas échéant, de l'interprétation qui en résulte. Et alors, ces termes, le cas échéant, en su caso, signifie justement que c'est laissé à la discrétion du professionnel de santé, du médecin, qui va décider au cas par cas s'il décide ou pas donc d'informer de l'interprétation qui en résulte. Ça n'est donc pas véritablement une obligation. Quatrième remarque, cette information, eh bien, elle n'est pas obligatoirement fournie par le médecin, par le professionnel de santé. Effectivement, quand on regarde le texte, on nous dit que le professionnel de santé doit s'assurer que le patient a été informé. On ne nous dit pas qu'il doit informer le patient, il doit s'assurer que le patient a été informé. Ce qui veut dire que le patient peut avoir été informé par quelqu'un d'autre, par un tiers. Et là, se pose la question, qui peut être ce tiers? Est-ce un autre professionnel de santé, une infirmière, un collaborateur? Ou bien, pourrait-on même aller jusqu'à imaginer qu'un agent conversationnel puisse informer le patient de l'utilisation d'un outil de système d'IA, c'est-à-dire que le médecin délèguerait totalement à la machine, dans ce cas-là, cette information, avec bien évidemment tous les risques également, en tout cas les inconvénients, on va dire, que cela comporte, puisque l'information serait probablement standardisée dans ce cas-là, si elle est donnée par un agent conversationnel, et on aurait donc une problématique, puisque cette information ne serait pas adaptée au patient, à sa capacité de compréhension, alors que normalement, l'information est une information, bien sûr, qui est censée être adaptée au patient par le professionnel de santé. Donc on voit une protection de l'autonomie du patient qui a été prise en compte par le droit français, mais à mon sens, donc de manière quand même très insuffisante. Autre protection cette fois des données personnelles, puisque bien évidemment ces outils d'IA fonctionnent donc avec des données cérébrales. Donc là, au niveau européen et donc français, c'est cette fois le règlement européen sur la protection des données, donc le règlement général sur la protection des données, le RGPD, qui s'applique. Et là encore, on se rend compte que la réglementation est insuffisante pour faire face aux problématiques qui sont issues donc, du développement des outils d'IA en santé mentale. Alors là, on a deux problématiques. La première problématique, c'est qu'on se rend compte que de nombreux principes qui sont posés par le RGPD sont en réalité dépassés par ces outils d'IA. Effectivement, normalement, dans le RGPD, on a comme grand principe un principe de finalité du traitement, c'est-à-dire qu'on doit indiquer précisément quel est le but du traitement des données et le traitement ne peut pas aller, bien évidemment, au-delà de la finalité. Eh bien, on se rend compte que pour les systèmes d'IA, il est très compliqué de formuler précisément la finalité du traitement, alors que certains outils sont développés pour un usage général. Autre difficulté, normalement, on a aussi un principe de minimisation des données, c'est-à-dire qu'on ne doit pas récolter trop de données, on doit vraiment avoir quelque chose de proportionné, et donc les données doivent être limitées afin donc de répondre justement à la finalité qui avait été évoquée. On ne doit pas collecter et traiter des données qui ne seraient pas nécessaires. Là encore, on se rend compte qu'il est difficile de minimiser les données dans le cas d'outils dont la formation et le fonctionnement supposent justement, par définition, l'accès à de grandes bases de données. Autre difficulté, concernant cette fois les droits reconnus à la personne,
Normalement, la personne a un droit à la rectification des données en cas d'erreur notamment, et même un droit d'effacement de ces données. Et bien évidemment, la mise en application de ces droits est extrêmement difficile, voire impossible ici, puisque cela nécessiterait, si l'outil d'IA a appris à partir de ces données, à tout recommencer, si on devait enlever ces données par la suite. Donc c'est quasiment impossible de pouvoir appliquer ces droits. Concernant le règlement européen sur la protection des données, eh bien, c'est qu'on se rend compte que les données cérébrales n'ont pas fait l'objet d'une réglementation particulière. Leur spécificité n'a pas été prise en compte. Alors, effectivement, elles ne sont étonnamment pas automatiquement considérées comme des données sensibles. Alors, juste pour rappel, on a effectivement dans ce règlement européen, donc le RGPD, une protection des données à caractère personnel, mais qui est différente selon que la donnée est considérée comme étant une donnée sensible ou une donnée qui n'est pas sensible. Le principe pour les données normales, donc celles qui ne sont pas sensibles, c'est qu'un traitement est tout à fait licite, à condition bien évidemment de reposer sur une base légale de traitement, donc prévue par le RGPD. Au contraire, pour les données sensibles, qui nécessitent donc une protection plus importante, eh bien, le principe est normalement l'interdiction du traitement, même si, bien évidemment, il existe des exceptions, mais qui sont d'interprétation stricte. Dans ces données sensibles, on trouve par exemple les données de santé. Alors, bien évidemment, les données cérébrales sont assez fréquemment des données de santé, qui vont donc, en tant que données de santé, être considérées comme des données sensibles et donc faire l'objet de cette protection accrue par le RGPD. Toutefois, ce n'est pas le cas de toutes les données cérébrales. Et donc, on a un certain nombre d'auteurs qui ont relevé cette problématique en indiquant que, par exemple, les données personnelles relatives aux pensées ou aux souvenirs ne sont pas automatiquement des données sensibles, alors même qu'elles renvoient pourtant à la sphère mentale, à la plus intime de la personne concernée. Donc, certaines de ces informations pourraient être considérées comme sensibles, notamment si elles révèlent des informations d'ordre sexuel, d'ordre politique, d'ordre religieux, conformément donc à l'article 9 du RGPD. Mais sinon, on le voit, on a un certain nombre de données cérébrales qui ne seront pas sensibles. On aurait pu imaginer que du fait de leur spécificité et de la possibilité d'accès à la part la plus intime de la personne, eh bien, les données cérébrales, en tant que telles, de manière générale, aient été considérées comme sensibles par le RGPD, donc ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Alors, comment faire pour préserver l'intégrité psychique de la personne? Eh bien, une des pistes serait peut-être de reconnaître de nouveaux droits, ce qu'on appelle les neurodroits. C'est le Chili qui a été donc l'État précurseur sur le sujet, puisque dès 2021, on a une modification de la Constitution chilienne afin de reconnaître justement des neurodroits. C'est un mouvement qui est quand même en expansion et on trouve de nombreuses réflexions sur le sujet et certaines concrétisations. Par exemple, encore en 2023, l'État du Colorado aux États-Unis a adopté une loi qui vise justement à assurer la confidentialité des données cérébrales. Alors, de manière générale, on se rend compte que dans le monde, il émerge quand même, en tout cas dans les pays occidentaux, une réflexion et une volonté de renforcer justement la protection des êtres humains face aux risques posés par les neurotechnologies, en développant peut-être donc ces fameux neurodroits. On en retrouve trace auprès de l'UNESCO, donc le Comité international de bioéthique de l'UNESCO, qui en 2021 a en effet proposé de compléter les droits de l'homme par des neurodroits. En France, on a exactement le même type de proposition par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques qui, en 2022, là aussi, a proposé donc un nouveau cadre de protection pour les données cérébrales et qui se réfère expressément au Chili, en le prenant comme exemple donc avec ces neurodroits. Alors, ces neurodroits, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, c'est en fait une évolution des droits de l'homme à la lumière des technologies. Donc, en général, les droits qui sont cités, si on veut en faire une liste, ce serait le droit à l'intégrité du cerveau. Comme il existe un droit à l'intégrité physique, eh bien, on aurait ainsi un droit à l'intégrité psychique, donc du cerveau.
un droit à la préservation de l'identité humaine, c'est-à-dire la capacité à penser et à ressentir par nous-mêmes, donc justement sans que cette identité soit manipulée, une liberté cognitive et un libre arbitre, le droit au respect de la vie privée mentale, donc le droit au respect de la vie privée, on connaît, donc là c'est d'insister sur le fait qu'il y a aussi la vie privée donc mentale, qui devrait être expressément consacrée, et puis donc un droit à la confidentialité de ces données cérébrales. Donc vous le voyez, concernant la protection des droits des patients, que ce soit l'autonomie ou les données personnelles, on a des réflexions, on a déjà un début d'encadrement, mais qui semble tout de même pour l'instant insuffisant. Troisième point, ce sont donc les influences de ce développement des outils d'IA sur la relation médicale. Et donc là, l'idée, c'est vraiment l'importance que cette relation médicale reste humaine, de préserver la nature humaine de la relation de soins. Donc effectivement, les outils d'IA, ils sont donc intéressants en tant qu'outils, mais ça doit rester vraiment un outil complémentaire d'une offre de soins globale. Et donc il ne doit pas y avoir bien sûr de substitution du médecin par la machine. On doit garder une prise en charge interhumaine avec une relation de confiance entre le médecin et le patient. Donc c'est la fameuse alliance thérapeutique dont on parle en psychologie ou en psychiatrie. Alors notamment, ça doit bien évidemment être le médecin qui conserve la décision finale, donc il ne doit pas y avoir de délégation totale à la machine, donc la machine va faire des préconisations, va aider, c'est un outil d'aide à la décision, mais au final, c'est donc le médecin qui va prendre la décision et qui bien évidemment en restera responsable. On trouve une trace de cette idée dans le règlement général sur la protection des données. À l'article 22, il indique expressément que la personne concernée a le droit de ne pas être soumise à une décision prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé. Donc à la fin, la décision doit rester humaine. Autre principe important, c'est le principe de garantie humaine, donc l'idée qu'il doit y avoir une surveillance humaine sur les outils d'IA. Après, il y a une erreur dans le diapo. Ce sont les articles 14 et 26, non pas du RGPD, mais du règlement sur l'IA, donc du nouveau règlement de 2024. Articles 14 et 26 qui reprennent donc ce principe de garantie humaine, mais malheureusement qui ne le consacre pas de manière générale. Ce principe de garantie humaine n'est repris que pour les systèmes d'IA à haut risque. Donc là aussi, une déception. Certes, le principe de garantie humaine a été pris en compte, a été consacré, mais il ne l'a pas été suffisamment, puisqu'il faudrait le consacrer de manière générale pour tous les outils d'IA. Il devrait toujours y avoir cette surveillance humaine, nous semble-t-il. Alors pour terminer, en conclusion, il semble important d'insister sur le caractère essentiel de la participation de la société civile à la réflexion sur ces questions. On se rend compte en effet qu'on a de nombreux rapports qui sont rendus par différentes instances, différents groupes de réflexion sur l'IA en santé, l'IA en santé mentale potentiellement, mais que la société civile est assez peu associée aux réflexions. Et quand on s'interroge sur l'acceptabilité sociale de ces outils d'IA, eh bien on se rend compte que l'acceptation sociale est pour l'instant plutôt tacite, par ignorance ou par indifférence. Alors que s'agissant d'une technologie qui est vraiment disruptive, qui modifie complètement notre rapport au monde, avec des risques éthiques et sociétaux qui sont importants, il est essentiel de réussir à dépasser, me semble-t-il, l'impression d'inéluctabilité de ce qu'on pourrait appeler un solutionnisme technologique et de vraiment réfléchir à la société dans laquelle nous souhaitons vivre et aux limites que nous souhaitons justement poser à l'utilisation des outils d'IA, particulièrement dans le domaine très sensible, me semble-t-il, de la santé mentale, avec des personnes, les patients, qui sont des personnes potentiellement très vulnérables lorsqu'elles souffrent de troubles psychologiques. Je vous remercie. Alors, on en a terminé avec les présentations. Est-ce que peut-être des personnes en ligne ont des
questions? Est-ce que, monsieur, vous avez des questions? Je ne sais pas comment se font les consentements une fois informés. Quelle forme de consentement est fait? C'est un consentement signé ou c'est un consentement? Alors là, sur l'utilisation des outils d'IA, il n'y a pas de consentement. En fait, on doit juste informer le patient et il ne peut pas s'y opposer, finalement. Donc justement, c'est ce que je disais. Non, alors que normalement, en droit de la santé, Oui. en France, Oui. de manière générale, on vous informe et ensuite vous consentez à une opération, etc. Donc là, il faut un consentement. Et là, justement, ce qui est très étonnant, c'est que sur l'utilisation d'un outil d'IA, on va vous informer, c'est obligatoire, mais on ne vous demande finalement pas votre avis. Donc il n'y a pas de consentement. Il n'y a pas de consentement. Non, ce qui est quand même assez étonnant. Un peu curieux quand Oui. même. Mais il doit y avoir une certaine évolution, il doit y avoir, d'une certaine façon, il doit y avoir une évolution dans l'acceptation. En fait, l'idée, c'est que du coup, on a une sorte d'acceptation tacite, on ne vous demande même pas votre avis, comme si le fait d'être informé était déjà une protection. Moi, ça me semble quand même très limité. Et on se rend compte, de manière générale, voilà, il y a des réflexions, il y a quand même des tentatives d'encadrement dans les différents points que j'ai dit, il y a quand même quelque chose à chaque fois, mais à chaque fois, finalement, c'est quand même insuffisant. Là, il y a une information, mais on ne demande pas le consentement. Pareil, sur les données, elles ne sont pas toutes quand même parfaitement bien protégées. Alors certes, il y a cet espoir des neurodroits, mais bon, pour l'instant, en tout cas, nous en France, ce sont des réflexions pour l'avenir. On n'a pas encore ces neurodroits, ils n'existent quand même pas dans beaucoup d'endroits dans le monde pour l'instant. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les enjeux des outils d'IA, particulièrement en santé mentale, sont assez peu concrètement encadrés. Il y a un consentement, il y a un consentement verbal et il n'y a pas de recours. Ah ben là, il n'y a rien, parce qu'il n'y a même pas de consentement. On vous dit juste, voilà, je vous informe que j'utilise un outil d'IA. Et voilà, vous êtes informé. C'est tout. So, if you have no question, maybe we will close the day. Mr. Engelman, do you have maybe any question, or is it okay for you? Okay. I asked you, have you maybe any question, or is it okay? And so we will close. I think we can. El cruce de Yes.